Bien, mesdames et messieurs, je suis très heureux d'accueillir Jérôme Fourquet, qui est à la fois sondeur, mais surtout analyste de notre vie politique et de notre société, directeur du département opinion et stratégie de l'Institut français d'opinion publique, donc l'IFOP depuis 2011. Il collabore fréquemment avec la Fondation Jean Jaurès et la Fondation pour l'innovation politique. Jérôme Fourquet intervient régulièrement dans les médias français. Et il vient de sortir un ouvrage qui s'appelle La France d'après, qui a été publié la semaine dernière, je crois. Après deux autres ouvrages, L'Archipel français en 2019, où vous analysiez l'éclatement des appartenances sociales des Français, La France sous nos yeux en 2021, qui était une description détaillée de la société française contemporaine. Et nous avions eu l'occasion, en février 2022, pendant la campagne présidentielle, on avait organisé quelques plateaux télé, entre guillemets, qui étaient diffusés sur le web, d'échanger avec vous sur les enjeux de l'intercommunalité, le ZAN, la fiscalité, l'environnement, l'économie, l'habitat. Et nous avions eu un échange d'une très très grande qualité. Donc on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui. On a confié à l'IFOP la réalisation d'un sondage sur les transitions, sur l'acceptabilité de ces transitions, sur la manière dont c'est perçu par nos concitoyens. On l'a aussi fait en miroir avec les présidents d'intercommunautés. Donc, sans plus attendre, je vous laisse la parole. Vous avez carte blanche. Vous avez 1 heure pour expliciter tout ça à nos congressistes. Merci. Merci à vous, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci pour votre invitation. Donc, je vais vous restituer les résultats de cette enquête que l'IFOP a menée pour Intercommunalité de France sur cette thématique des transitions et plus spécifiquement de la transition écologique de la part de nos concitoyens. Sans plus attendre, donc une petite précision méthodologique usuelle. Donc c'est un sondage qui a été réalisé de manière classique, à ceci près qu'habituellement on est sur des échantillons de 1000 personnes. Là on est monté à 1500 individus, de façon à avoir des effectifs statistiques suffisants, notamment selon les strates de communes, puisque, comme vous le savez, sur ces enjeux de transition écologique, la maille territoriale et le type de commune va jouer ou peut jouer sur les perceptions. Autre détail qui peut avoir son importance, l'enquête a été réalisée tout début septembre, donc il y a un mois, à une période où nous sortions d'un été assez caniculaire. Et ce contexte météo a peut-être en partie joué sur les résultats que vous allez maintenant découvrir, puisqu'on voit notamment que nos concitoyens anticipent et intègrent de plus en plus cette question du réchauffement climatique et des conséquences qu'elle peut avoir et qu'elle va avoir sur leur vie quotidienne. Donc sans plus attendre, justement cette question de la prise de conscience des enjeux liés aux transitions, notamment à la transition écologique. Quand on interroge les Français, le chiffre est massif, 85% d'entre eux nous disent que l'adaptation de notre société, de notre économie, de nos modes de vie au changement climatique doit aujourd'hui être une priorité. Donc si on voulait parler de pédagogie, bataille culturelle ou autre, je pense que cette étape-là a été franchie et qu'aujourd'hui, il y a un très large consensus de la part de nos concitoyens sur la nécessité de s'y mettre et, encore une fois, sans doute alimenté par un certain nombre de manifestations concrètes et tangibles des effets du réchauffement climatique. Ce type de questions, on vous présente les résultats, le total oui, le total non, donc il est massif, mais si l'on regarde, et ce qui est très intéressant, la réponse la plus impliquante, le oui totalement, on est à 4 Français sur 10. Donc ce n'est pas une prise de conscience un peu molle, c'est quelque chose qui est très convaincu. Et on le voit dans le détail à côté du camembert, c'est plutôt encore un peu plus fort parmi les habitants des grandes agglomérations, notamment de la région parisienne. Ce qui peut s'expliquer par la deuxième question, une écrasante majorité s'attend d'ores et déjà à des conséquences directes sur sa vie, pas dans une génération, d'ici les 10 prochaines années. Et on a à peu près le même score, 82% nous disent oui, on va être
impacter directement dans les 10 prochaines années. Et là encore, avec 37%, 4 Français sur 10, qui nous disent qu'ils en sont convaincus. Je le disais en introduction, le sondage a été fait à la sortie de l'été. Et donc on a, encore aujourd'hui, manifestation climatique de ces changements. Pas partout en France, mais dans pas mal de régions, nous avons des activités viticoles. Et dans chacune de ces régions, il est coutume de noter régulièrement sur un calepin la date à laquelle on commence les vendanges. Et les gens qui se livrent à cet exercice-là régulièrement constatent que depuis 20 ou 30 ans, la date de début des vendanges a, comme par hasard, singulièrement avancé. On parle de plus en plus, et ça va être l'objet de questions ensuite, des problématiques de la ressource en eau. On parle également de l'adaptation de nos massifs forestiers face à des incendies qui ne concernent plus uniquement l'arc méditerranéen ou le sud-ouest, mais on a vu au cours des 2 derniers étés des incendies en Centre-Bretagne, par exemple. Les services d'incendie et de secours de tous les départements aujourd'hui doivent intégrer ce type de risque. Je pense notamment à des grands départements forestiers de l'Est où c'était moins évident il y a encore quelques années. Donc, par de multiples manifestations, les Français ressentent que ce dont on leur a parlé va se traduire dans les prochaines années et voire même s'applique ou se fait déjà ressentir, notamment auprès des générations les plus jeunes qui méritent bien ce titre de ce qu'on a appelé la génération climat, puisqu'ils sont 45% d'entre eux à se dire convaincus que d'ici 10 ans, les effets du réchauffement, du réchauffement climatique vont se faire ressentir. Ça, c'est la toile de fond générale qui va nous permettre de comprendre le reste ou la suite des résultats qui, de prime abord, peuvent parfois paraître un peu contre-intuitifs, puisque vous allez voir que sur toute une série de projets, propositions qui peuvent être perçues comme un peu dérangeantes, un peu comme, voire même carrément poil à gratter, on a, au regard des chiffres dont on dispose, sur le papier, une très forte ou une adhésion largement majoritaire. Comme vous l'avez rappelé, un certain nombre de ces questions ont été posées en parallèle aux présidents des structures intercommunales qui, de leur poste d'observation, n'anticipent pas forcément une aussi grande acceptation de la part de leurs administrés. Alors soit ils ont été un petit peu vaccinés sur des épisodes précédents, et ils se disent avant que le match ait commencé, tout le monde est d'accord, mais une fois qu'on va rentrer dans le dur, les choses vont se tendre, et comme d'habitude, c'est nous qui allons être en première ligne. Soit ils anticipent aussi les traductions concrètes que tout cela va avoir et se disent que ça va être compliqué à faire passer. Alors, je vous en ai déjà trop dit. Donc, ces enjeux d'actualité liés aux transitions et l'acceptabilité de toute une série de sujets. Alors, on va commencer par un gros morceau. Au hasard, les eaux d'un faible émission. Est-ce qu'on serait favorable ou opposé? Alors, l'enquête a été réalisée online, ce qui permet d'avoir des libellés de questions un peu plus longs que par téléphone. Donc on expliquait la note critère, etc., pour pas qu'on soit uniquement dans du déclaratif ou de l'intentionnel, en mettant un peu les pieds dans le plat, en disant tel ou tel type de véhicule, quand même, là, si on applique ça, à horizon 5 ou 10 ans, il n'y aura plus la possibilité d'accéder au cœur des métropoles. En le posant comme ça, on a néanmoins 6 Français sur 10 qui sont favorables. Ce qui est assez massif, et seulement 38% qui sont opposés, alors que les présidents interrogés anticipent pour 53% d'entre eux, que leur population sera opposée. Donc plus de la moitié des élus pensent que leurs administrés sont opposés, alors qu'à date, mais peut-être que ces habitants ne sont pas encore complètement préparés au sujet, il n'y en a que 38% qui, sur le papier, seraient opposés. Quand on regarde dans le détail, on observe quand même des choses assez intéressantes. Plus la taille de la commune va être plus petite, plus l'opposition à la ZFE se fait sentir, puisqu'on est à peine à 50-50 dans les communes rurales, qui vont être les habitants qui sont souvent détenteurs de ce type de véhicule. C'était
selon la formule d'un ancien ministre, les gars qui fument des clopes et qui roulent au diesel. Donc, ils sont plutôt dans ces territoires-là. Et c'est eux aussi qui sont plus concernés par l'accès aux métropoles. Et donc, on sent qu'il y a une tension qui est plus forte. En revanche, quand on est dans les grandes agglos, où on va être moins motorisé et où le parc automobile peut être parfois plus récent, l'adhésion à la mise en place des ZFE est plus importante. C'est aussi des territoires où, comme on le sait, on dispose de moyens de transport alternatifs aux véhicules individuels via les transports en commun. Deuxième grand sujet, j'en ai parlé en introduction, les restrictions en cas de pénurie d'eau sont aujourd'hui largement comprises. Donc on expliquait, des restrictions peuvent être mises en place concernant l'arrosage des jardins, le lavage des voitures ou le remplissage des piscines. Est-ce que vous êtes favorable ou opposé à ces restrictions en cas de pénurie d'eau? Là encore, on ne prenait pas, j'allais dire, les Français à froid, puisqu'on les a interrogés le 1er et le 2 septembre, donc à la sortie d'une période estivale qui avait été marquée par ces épisodes caniculaires et par des décrets de ce type dans toute une série de régions françaises. 85% des Français adhèrent à cette opinion, dont 36% qui sont même tout à fait favorables. Sur ce plan-là, les élus interrogés sont raccords en disant ce type de mesure va passer. Et cette convergence de points de vue, je pense, s'explique par le fait que ces mesures ont déjà été testées grandeur nature dans toute une série de régions. Et on a vu dans ces régions que la consommation d'eau avait diminué quand on avait mis en place ce type de pratique ou d'arrêter. Alors, bien évidemment, il y a toujours des resquilleurs et toujours des gens qui n'appliquent pas la règle, mais collectivement, on a pu constater des baisses de consommation d'eau dans les territoires où on a demandé à la population de faire attention. De la même manière, au plan national, l'année dernière, donc non pas l'été mais l'hiver, il y avait des injonctions qui avaient été envoyées de même type sur la demande de réduire le recours au chauffage face à la situation énergétique générée par la crise en Ukraine. Et on avait vu également, en sortie d'hiver, un volume de consommation énergétique qui avait baissé par rapport à l'année d'avant. Alors, il n'y avait pas que le civisme de nos concitoyens. Il y a un petit effet prix qui est quand même assez incitatif aussi, le coût de l'énergie ayant augmenté. Et puis on avait eu aussi un hiver qui était un peu plus clément que l'hiver précédent. N'empêche que, sur l'eau comme sur l'énergie, quand on envoie un moment des messages et quand on demande, on fait appel au civisme en raison d'un impératif écologique, on voit qu'on a une forme de réponse, même si on peut toujours améliorer encore cette participation. Autre grand sujet qui vous anime, l'adhésion à l'objectif de zéro artificialisation des sols, l'inénarrable ZAN. Donc là aussi, on expliquait, hein, c'est comme en maths, c'est l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse qui est bon, voilà. Donc on disait ça augmente dans certains territoires l'artificialisation et on va essayer de restreindre l'augmentation en la limitant, etc. Une fois qu'on présente le sujet, là les résultats sont massifs. 87% des Français nous disent nous on est favorable à ce principe-là. Le sondage a été réalisé aussi en région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, c'est ça. Donc j'ai le détail. Ben, qui jusqu'à Nouvel-Ordre fait partie de territoire national. Hein, donc il est dans notre échantillon. Donc 87% de Français qui nous disent qu'ils sont favorables, dont 35% qui sont tout à fait favorables à ce principe-là. Quand on interroge dans notre sondage miroir, dans votre sondage miroir, les élus sur leur anticipation de l'opinion des Français, 72% des élus nous disent ça ne va pas passer. Donc 72% nous disent ils ne vont pas accepter et 87% des Français nous disent on va accepter. Alors, je ne vais pas faire insulte à la capacité de compréhension et de ressenti par les élus que vous êtes de leur population. Comment on peut expliquer ce hiatus qui est majeur?
par plusieurs facteurs. D'abord, quand les élus répondent ça, c'est qu'ils ont en tête une catégorie de la population non négligeable avec qui ils vont avoir négocié tout ça. C'est les gens qui vont aller voir monsieur le maire ou l'adjoint à l'urbanisme en disant « je veux faire construire ». Et c'est sûr que ceux-là, ils vont absolument pas accepter le ZAN. Deuxième catégorie moins nombreuse, celles qui disposent de terrains potentiellement à bâtir et qui se disaient moi j'ai le champ du grand-père qui est juste à côté du lotissement qui vient de se construire et donc d'ici 3-4 ans, on est en sortie d'agglo, il y a le tramway qui vient jusque là, c'est bingo, le terrain va être constructible et donc ça va être tout bénef pour moi. Et donc les élus qui connaissent parfaitement leur territoire se disent, entre celui qui veut faire construire, particulier ou entreprise, et celui qui a du terrain à céder, c'est sûr que notre ZAN, enfin leur ZAN, c'est pas le nôtre, va très mal se passer. Mais ces deux groupes de la population, ils peuvent faire beaucoup de bruit et ils vont avoir, j'allais dire, un degré de nuisance, pour ne pas dire autre chose, assez élevé vis-à-vis de l'élu. Mais il ne faut pas oublier tous les autres administrés qui ont déjà, typiquement en Rhône-Alpes, mais pas seulement, la maison avec jardin et qui n'ont pas forcément envie de se faire construire autre chose, d'aller plus loin, et qu'eux, ils se disent, bah, en fait, là, nous, on a ce qu'il faut. Et donc, pour notre cadre de vie, bah, c'est quand même pas si mal si on arrête de construire. Vous savez, c'est comme dans les phénomènes migratoires, aux États-Unis ou autres, le dernier groupe arrivé ferme la barrière derrière lui et dit maintenant, il ne faut plus accueillir personne. Hein, parce que nous, on est là maintenant, etc. Donc, attention, prenons en compte le fait que si l'aspiration à devenir propriétaire, et notamment d'une maison avec jardin, dont on peut faire le tour, comme aurait dit une ancienne ministre du Logement, ça reste le Graal absolu dans la société française, une proportion non négligeable de nos concitoyens sont déjà dans cette situation. Et donc eux, ils ne sont pas forcément opposés à ce qu'on freine les choses, notamment dans des territoires où on a vu les constructions se multiplier. Nous réalisons régulièrement des sondages dans différentes régions françaises et nous avons notamment été amenés à sonder l'opinion des habitants du Pays Basque et de la région du bassin d'Arcachon pour le journal régional local Sud-Ouest, région dans lesquelles, vous savez, les questions de tension sur l'immobilier sont énormes. Et donc les habitants répondaient à nos questions en disant effectivement, à plus de 60 ou 65% d'entre eux, il n'y a pas assez de logements dans notre territoire. Et donc quand on demandait, bah, alors qu'est-ce qu'il faut faire, réglementer davantage Airbnb, encadrer davantage la location ou le développement des résidences secondaires, construire davantage, densifier les centres urbains, construire en vertical, toutes les mesures qui visaient à construire davantage, alors que ces mêmes habitants disaient il n'y a pas assez de logements, étaient toutes systématiquement refusées. C'est-à-dire il faut faire autrement, il faut qu'il y ait moins de résidences secondaires, etc. Mais on arrête de construire. Et donc on est encore dans le phénomène de celui qui est déjà là et qui ferme la barrière derrière lui. Donc attention à ne pas se méprendre entre les différents groupes qui ne vont pas avoir les mêmes intérêts, ceux qui veulent accéder à la propriété, s'installer dans des territoires attractifs, et puis la part déjà significative de la population qui est installée et qui se dit que, ma foi, si on réglemente un peu davantage tout ça, ça va ne faire que renchérir la valeur de son bien, puisque la qualité de vie dans laquelle il évolue, ou elle évolue, sera préservée. Autre sujet dont certains d'entre vous doivent débattre, la question de la mise en place d'une tarification incitative sur la collecte des déchets. Alors là, vous voyez qu'on quitte les scores d'adhésion massifs à 82, 85%, mais c'est quand même 2 tiers, 1 tiers, dont 29% qui sont tout à fait favorables. Et donc vous voyez que là-dessus, l'intensité de l'adhésion est un peu moins forte que sur d'autres items, on va être à 35, 40%. Mais il y a un jugement qui est plutôt favorable. Là encore, le diable se loge dans les détails. Comment on met ça en place,
quel est le tarif, est-ce qu'il y a du dégressif ou pas selon la taille du ménage, etc., etc. Et vous allez le voir tout à l'heure, il y a un énorme bémol quand même à toutes ces bonnes nouvelles que je vous annonce sur comment on accompagne et comment on finance tout ça. Mais je garde le meilleur pour la fin. Autre question là qui ne portait plus sur la question de l'adhésion, mais sur le niveau d'information que vous nous aviez demandé d'évaluer sur le degré de connaissance des attitudes à avoir en cas de inondation, incendie, mouvement des sols ou autres événements climatiques extrêmes. Là, pour le coup, on n'a que 39% des gens qui nous disent être suffisamment informés, dont 10% à peine, oui, totalement, et on en a 2/3 qui ne le sont pas. Alors même qu'on a vu tout à l'heure, en introduction, que plus de 80% des Français anticipaient à moins de 10 ans les conséquences directes du réchauffement climatique. Et donc, autant le travail a été fait sur la sensibilisation à la survenue potentielle de ces risques, autant il reste encore pas mal de choses à faire sur la culture de la sécurité civile et ce type de pratique à mettre en place, alors même que, comme on le voit, hélas, assez régulièrement en France, ce type de sujet ou de catastrophe n'est pas réservé à d'autres pays. Qu'on pense à ce qui s'est passé dans la vallée de la Roya et de la Vésubie et de la Tinée il y a quelque temps, avec ces glissements de terrain. J'ai parlé tout à l'heure des feux de forêt qui avaient été dramatiques dans certaines régions. On voit se multiplier également les inondations. On est ici au bord de la Loire, en tout cas à Orléans, au bord de la Loire, et donc il y a tout ce risque-là. On voit aussi monter des sujets sur avec les canicules à répétition et les constructions en zones argileuses sur toute une partie du foncier, du bâti qui se fissure, etc., etc. Donc ces sujets sont devant nous. Petite parenthèse, il y aura également la question du risque assurantiel sur comment on couvre tout ça et les péréquations. Mais en tout cas, déjà sur les conduites à tenir, vous voyez que vos concitoyens se sentent pas forcément suffisamment informés. Troisième chapitre, il se montre conscient des risques, favorable, j'allais dire, sur le papier à la mise en place de toute une série de politiques. Est-ce que maintenant, en termes d'efforts, j'allais dire quasi personnels, ils sont prêts à suivre le mouvement? Alors, première question, enjeu majeur, les types de déplacements. Et donc, on interrogeait notre échantillon sur le fait de savoir si, dans leur territoire, ils avaient la possibilité de recourir à des modes de déplacement autres que la voiture individuelle, donc transport en commun, présence de pistes cyclables, pour des trajets du quotidien. Au niveau national, c'est qu'une moyenne, et donc c'est le sondeur qui vous parle, méfiez-vous des moyennes, mais c'est toujours intéressant. 52% des Français nous disent oui, il y a la possibilité de faire ça, et on en a même 7% qui disent j'y ai déjà recours, contre 41% qui nous disent que ce n'est pas possible. Quand on regarde assez logiquement par taille de commune, en zone rurale, 73% nous disent que ce n'est pas possible, mais en agglomération urbaine de province, 6 sur 10 nous disent que c'est possible, et 7% le font déjà, et ce score monte encore en région parisienne. Donc, on connaît la différence d'équipement de ces territoires sur ce type de moyens de déplacement. Mais vous voyez que si on veut voir le verre à moitié plein, on a déjà la moitié du territoire où potentiellement ce serait possible. Et il s'agit de densifier tout ça et de faciliter ce type de mobilité. On voit comment on réfléchit sur des coûts, par exemple, des trains du quotidien avec des abonnements qui seraient à somme plus modique. Ça peut être une idée. On voit d'autres sujets qui ont été, des politiques qui ont été expérimentées avec des zones, des points de regroupement pour le recours au covoiturage ou pour ensuite prendre des plateformes multimodales, etc., etc. Quel serait l'acteur qui devrait porter le financement de la transition écologique? Donc on est ici devant Intercommunalité de France, mais
les Français nous disent, bon, bah, c'est l'État d'abord, hein, parce qu'on a quand même conscience que ça va être énorme comme financement, et donc c'est d'abord à l'État qu'il va falloir s'adresser. On voit ensuite que les réponses sont assez équilibrées entre les collectivités locales, les entreprises, tous les citoyens ou les citoyens les plus riches. Mais en fait, c'est un peu l'État versus le reste. C'est d'abord l'État, puis en complément d'autres types d'acteurs. Et le fait que chacun soit cité à peu près à hauteur de 10 ou de 15% montre qu'on a aussi intégré le fait que, comme avait dit un ancien Premier ministre, l'État ne peut pas tout, et que même si c'est lui qui a la puissance financière la plus forte, il faudra, face à l'ampleur des enjeux, que tout le monde soit mis à contribution. Tout le monde soit mis à contribution, mais plutôt les autres quand même. On arrive sur le gros morceau. Quelles seraient les populations qui, de votre point de vue, devraient en priorité bénéficier des aides à la transition écologique et énergétique? Donc on rappelait le cadre, mais les Français avaient ça en tête. Isolation des logements, changement des modes de chauffage, passage aux véhicules électriques, tout ça va avoir un coût. Et les aides publiques qui vont être accordées, à qui devrait-on en priorité les attribuer? Soit en priorité aux ménages les plus vulnérables, personnes âgées isolées, familles monoparentales, personnes en situation de handicap, habitants des territoires soumis à des forts risques environnementaux, j'en ai parlé tout à l'heure, ou habitants des quartiers populaires. 33% de réponse. À tous les ménages, c'est-à-dire à moi aussi, 67%. Et donc, on voit bien là la difficulté du sujet, c'est-à-dire que la pédagogie, comme on dit, a été faite sur la nécessité d'y aller. On voit qu'il y a une ouverture qui se dessine sur pas mal de sujets. Là où le bas blesse, c'est comment on accompagne financièrement. Et de la même manière que le sondage a été fait en sortie d'été caniculaire, le sondage a été réalisé, mais comme beaucoup d'autres en ce moment, parce qu'on y est toujours, en sortie d'une période qui s'appelait le quoi qu'il en coûte. Et donc, tout ça a énormément marqué les esprits. On voit, nous, dans toutes nos enquêtes, que le sujet de la maîtrise de la dette publique et des dépenses publiques a complètement disparu des écrans radars. Hein, c'est plus un sujet. Et aujourd'hui, eh bien, tous les ménages, pour 2 tiers des Français, devraient être accompagnés, parce que c'est bien normal, dans leur contribution à la transition écologique. Alors, on dit souvent que les Français sont fâchés avec la macroéconomie, mais on avait, à force de répétition, installé un certain nombre de repères dans l'imaginaire collectif et dans l'opinion publique, mais ces repères ont été complètement balayés, ont volé en éclats à l'occasion de 2 grandes crises que nous avons connues. D'abord la crise dite des subprimes, qui chez nous s'appelait la crise de la dette souveraine, crise de la zone euro, donc on est dans les années 2010, puis plus récemment la crise Covid. Si on se remet en mémoire cette crise de 2010, à l'époque, il y avait une ligne Maginot qu'il fallait absolument défendre. C'était la note AAA de la France. Vous vous souvenez? En disant, si jamais on perd ça, c'est la fin des haricots. On a perdu le AAA. Bon. Alors, comme on fait souvent en stratégie militaire, on s'est replié sur des positions préalablement préparées à l'avance. Et donc on a dit, il y a une deuxième ligne, là il ne faut plus rigoler, c'est jamais plus de 100% de dette publique ramenée au produit intérieur brut. Parce que sinon, on va commencer à ressembler aux Italiens, donc, qui ont le sens de l'accueil, ils sont très sympathiques, mais en finances publiques, c'est quand même pas super. Et donc, on ne sera jamais les Allemands, mais il faut quand même qu'on ne soit pas trop dans les pays du Club Med. Bon. Et donc là, on a la crise du Covid qui arrive. On met en place le quoi qu'il en coûte, qui était tout à fait justifié pour aider des millions d'entreprises et de salariés à traverser cette période inouïe. Et on se retrouve
avec une dette publique ramenée au PIB à 113%. Et les Français regardent leurs chaussures et constatent que le sol ne s'est pas ouvert sous leurs pieds. Et donc, ils ont conclu qu'en fait, il y a une énorme cagnotte, le terme est un peu connoté, donc je vais dire une énorme piscine. Et la seule réponse ou la seule question politique qui vaille, c'est est-ce que le pouvoir politique a la volonté d'actionner la pompe pour pomper dans la piscine? Et donc, on est encore là-dedans aujourd'hui. Et donc, de la même manière qu'on a actionné massivement la pompe pour sauver les banques qui nous avaient mis dedans en 2010, qu'on a actionné la pompe pour faire face à l'épidémie de Covid, il va falloir actionner massivement la pompe pour faire face à un enjeu qui est au moins aussi grave, qui est celui de la transition écologique. Et tout le monde, comme ça a été le cas pendant le Covid, devra être aidé. Donc ça vient relativiser quelque peu les résultats très optimistes et enthousiastes que je vous ai présentés précédemment. Et ça vient quelque part aussi donner raison, j'allais dire, au bon sens des élus que vous êtes, en disant oui, ils nous disent ça aujourd'hui, mais quand on va présenter la note, ça va être un peu différent comme chanson. Et donc là, on est dans ça aujourd'hui. Alors, pour finir, on avait posé quelques autres questions sur ce qu'on appelait une nouvelle donne politique, sur une fois qu'on quitte les aspects financiers et les politiques publiques de manière concrète, quel est l'échelon territorial le plus adapté et le plus pertinent pour agir sur les enjeux liés à la transition climatique? Alors vous voyez qu'on ne fait pas toujours des sondages dont les résultats vont plaire à notre client, hein, puisque l'intercommunalité arrive assez loin dans le paysage. Et donc l'échelle la plus pertinente, très massivement, c'est sur la première réponse. Alors, petite subtilité, vous avez 2 chiffres à chaque fois. Les chiffres en bleu clair, le total de ces chiffres va faire 100 parce que c'est le total sur la première réponse. Et puis on disait aux gens, vous avez un deuxième choix possible. Donc si je regarde uniquement sur la première réponse, France et Europe arrivent au même niveau. Et donc on peut dire que c'est assez logique puisque les Français ont intégré le fait qu'on était sur des enjeux globaux, des enjeux planétaires, et que certes on peut agir à notre petite échelle, et il faut le faire, mais que si on veut avoir de l'impact, il faut quand même que la maille soit large. De la même manière, on a vu tout à l'heure que c'était à l'État qu'on faisait le plus confiance, donc on convoque la France, on dit l'Europe c'est bien, mais si tant est que ça marche, ça peut avoir un effet d'entraînement très puissant, mais on sait que c'est quand même une lourde machinerie, et donc jouons quand même d'abord à domicile et occupons-nous de faire ce qu'on peut faire au niveau national. Et vous voyez ensuite que les réponses vont tomber et vont s'organiser en fonction de la hiérarchie des structures des collectivités locales, la région, le département, l'interco et la commune. Et donc tout ça, ce qu'il faut avoir en tête, ce n'est pas un désaveu de l'interco ou de la commune, c'est le fait que les concitoyens ont intégré que c'était un enjeu global, que ça appelait une réponse globale. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire au niveau local, comme vous l'avez vu, puisque qu'il s'agisse des restrictions d'eau, du ZAN, des transports publics ou autres, ou des mobilités douces, c'est d'abord à votre échelle que les solutions vont être apportées. Enfin, comme vous êtes élus, on avait une dernière question qui parle, là pour le coup, un peu plus d'élections, en demandant aux Français, est-ce que, d'après eux, toutes ces propositions en matière de transition écologique que les différents candidats pourraient faire, est-ce que ça va peser ou non sur votre vote sur les prochaines échéances? Et donc là, on a 2 tiers des Français qui nous disent oui, dont 17% qui nous disent ce sera tout à fait déterminant. Alors attention, ce ne sera pas forcément la prime au discours le plus maximaliste. Il y aura également la question de l'accompagnement, du financement, de la pertinence du sujet, mais clairement, ces sujets sont dans le scope aujourd'hui. Et si on a vu qu'on se disait que c'était d'abord l'Europe et la France qui devaient agir, il y a quand même un principe de réalité qui veut que sur toute une série de ces problématiques-là, c'est à l'échelon local que ça va se décider. Et donc,
le fait d'intégrer ça et de placer ça au cœur de votre agenda ne peut être que de bonne politique au regard de ces chiffres. Et vous voyez que c'est d'autant plus vrai quand on est dans des structures intercommunales ou des communautés, des agglos, des métropoles qui sont de taille élevée. Donc tout ça est assez cohérent avec le fait que, encore une fois, chiffre marquant de l'enquête, 8 Français sur 10, comme on a vu tout à l'heure, nous disent que d'ici 10 ans, ils sont certains de voir déjà les effets de ce changement climatique. Et donc, du coup, ils en attendent aussi des réponses de la part des élus qui doivent être déclinées autant que faire se peut quand les élus sont déjà en responsabilité, mais qui vont être aussi scrutés de près dans le cadre des prochaines campagnes électorales. On ne veut pas dire que les Français ne parleront plus d'autres sujets, mais ces questions-là sont absolument aujourd'hui nécessaires si vous voulez, quelque part, susciter l'intérêt de la population, notamment des jeunes générations dont on a vu qu'ils étaient les plus sensibles à la question climatique et dont vous savez également qu'ils sont les plus enclins aussi à s'abstenir aux élections, y compris locales, en ce sens qu'ils considèrent que tout ce dont on leur parle ou qu'on leur propose est quand même un peu loin de leurs priorités, leurs préoccupations, leur façon de voir les choses. Et donc sans doute que s'investir davantage sur ces sujets-là peut permettre, plus facile à dire qu'à faire, mais de renouer le lien ou un contact avec une partie de ces jeunes générations qui sont volontiers abstentionnistes. Merci beaucoup pour votre écoute. D'habitude, c'est les sondeurs qui posent des questions, mais donc si vous en avez, je suis maintenant à votre disposition. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Peut-être, comme ça lancera le jeu des questions-réponses. Vous écoutant, j'avais un certain nombre de questions qui sont venues à l'esprit. La première, elle est politique, puisque vous avez, les chiffres du sondage montrent qu'il y a une adhésion forte quand même, qu'on le veuille ou non. Et pour autant, on voit dans un certain nombre de pays, y compris ici, que ça devient aussi un clivage politique, ces questions-là, clairement, et parfois avec succès. Donc, ça vient contredire 82% des gens pensent que c'est indispensable, qu'il faut le faire et tout ça. Et d'un autre côté, certains jouent sur ce clivage et arrivent à gagner des élections. C'est ma première question. Ma deuxième question, c'est est-ce que le résultat de ce sondage n'est pas aussi, comment dirais-je, l'expression de l'éternel paradoxe entre on veut de la décentralisation et de la proximité, mais on veut la même chose pour tout le monde. Or, la décentralisation aboutie et de la proximité fera forcément des différences entre les uns et les autres. Et en même temps, nos concitoyens sont tellement attachés à l'égalitarisme républicain à la française que, quelque part, ce sondage, je me dis, illustre ça. Alors, sur votre deuxième point, quand les Français répondent ça doit bénéficier à tous, c'est plus, je pense, en termes de clivage social que c'était pensé, plus qu'en termes de clivage territorial, en disant qu'on n'est pas exactement la même politique dans une communauté de communes de 5 ou 10 000 habitants et dans la métropole orléanaise ou parisienne. Beaucoup de Français peuvent l'entendre. Là, en revanche, où il y a une très forte vigilance à la fois au principe d'égalité, c'est plus sur les inégalités économiques et sociales. Et puis, cette vigilance sur l'égalité, elle n'est pas que théorique ou philosophique. C'est aussi une capacité de se réassurer en se disant qu'on va être bénéficiaire de la politique publique ou de l'aide. Hein, et on l'a trop souvent, on l'entend trop souvent, je pense que vous l'entendez très souvent. L'ancienne suivante, je suis trop riche pour être aidé, pas assez pour bien vivre. Hein, je suis juste au-dessus du niveau. Et donc le voisin à côté, lui, il se lève moins tôt que moi, il paye pas moins cher la cantine, il est aidé pour le logement, etc., etc. Et moi, je paye plein pot. Les autres là-haut, tout va bien, c'est normal qu'ils ne soient pas aidés. Et donc on a une part croissante de la population qui est dans cette attitude-là. Alors ça peut s'articuler en plus sur des clivages territoriaux,
en disant on voit bien les équipements publics dans les grandes métropoles, les universités, les CHU, nous on n'a pas et on finance avec nos impôts. Mais il y a aussi cette lecture très verticale. Est-ce que je suis, et à tous les coups, je serai juste au-dessus et j'y aurai pas droit, hein, des effets de seuil qui sont très, très fortement ressentis. Deuxième point sur votre première question. Alors, oui, certains peuvent faire de ces questions des enjeux ou des marqueurs électoraux. Vous dites, ils gagnent. Il faut regarder qui gagne et comment ça se passe. Mais je pense que là où ça gagne, c'est quand certains responsables politiques jouent sur le fait que trop souvent, hélas, ces politiques environnementales sont présentées de manière très surplombante, très dogmatique, très moralisatrice, où on va faire la leçon aux gens sur la façon dont ils vivent. Et on peut avoir des Français, on le voit dans ce sondage, qui sont sur le fond conscients, je reprends l'exemple de mes régions viticoles, que franchement le climat déconne, mais qui ne supportent pas ou supportent plus qu'on leur fasse la leçon sur la façon dont ils vivent. Et donc, je reprends l'exemple d'une précédente ministre du Logement qui avait dit la maison individuelle avec jardin dont on peut faire le tour, il faut arrêter parce que c'est une aberration écologique, on artificialise, économique et sociale. Pour avoir du foncier disponible, on construit toujours plus loin des grandes agglos et donc on fabrique des wagons de gilets jaunes. Bon, et avec 1 litre à 2 €, on ne va pas s'en sortir. Sur le fond, on peut dire, bon, ok, on peut discuter. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé? 1, ça reste le rêve français. Et 2, il y a des petits malins qui tout de suite sont allés regarder sur les réseaux sociaux et qui ont constaté que la ministre qui disait ça, elle-même habitait dans une maison avec jardin. Et donc en disant la morale, c'est pour les autres et pas pour nous. Et donc, c'est pas forcément sur le fond, mais sur ce discours-là. Hein. Donc je ne vous refais pas le coup des barbecues, etc., etc. Donc, il y a... ces sujets sont trop importants pour qu'on les aborde de manière surplombante, encore une fois, moralisatrice, etc. Et c'est le meilleur moyen de se prendre le mur. Je parle là devant des intercommunalités, non pas devant des départements, mais prenons un exemple qui touche les départements. On avait eu la mise en bouche de la crise des Gilets jaunes avec l'énorme sujet des 80 km/h. Bon, là, on avait déjà eu une mobilisation initiale. Donc, à la suite de la crise des Gilets jaunes, le gouvernement a dit, bon, on est peut-être allé un peu trop loin, trop vite, on s'y est mal pris, et donc, dans toute une série de mesures qui ont été annoncées ensuite, on a laissé la possibilité aux départements qui le souhaitaient de repasser au 90. Alors, de manière très française, en disant il faut qu'il y ait une ligne droite de tant de centaines de mètres, qu'il n'y ait pas un épinglage feu derrière, qu'on ne soit pas en sortie d'agglo, etc. Donc, l'administration centrale est entrée en fonction, en action. Je suis premier vice-président chargé des routes au département de Saône-et-Loire, donc voilà. Effectivement, je confirme. Alors, tous ces départements qui sont soucieux de leur budget avaient consacré déjà un budget assez conséquent à passer à 80 km/h. Il faut refaire toute la signalétique et tous les panneaux. Là, se dire, ils sont gentils maintenant qu'ils nous ont obligés à passer à 80 dans leur grande montée, on a le droit de repasser à 90, c'est encore Bibi qui va payer les panneaux, etc., etc. Un pointage a été fait à l'été dernier, la moitié des départements sont repassés aux 90 km/h sur les tronçons qui le pouvaient. Et donc les élus départementaux sont au moins aussi responsables que vous des deniers publics, et s'ils le font, c'est qu'ils avaient entendu que toute une partie de leur population, notamment dans ces territoires, disait nous on veut repasser au 90. On a dit mais ces Français sont quand même paradoxaux. Là il y a une mesure de bon sens, ils vont économiser un peu d'argent, ça va moins polluer, et ils sont quand même accrochés à leur sacro-saint 90 km/h. Mais quand vous êtes élu local, on va vous dire mais monsieur le maire ou monsieur le conseiller départemental, quand même là, la ligne droite à machin là, je la prends tous les jours. Hein, ça craint rien. Hein, et c'est encore un type à Paris qui a dit qu'il fallait mettre 80, mais putain, il pourrait s'occuper d'autre chose, etc., etc. Donc la façon dont vous allez présenter...
la façon dont vous allez présenter les choses, le rapport, voilà. Et donc, il faut de l'humilité et il faut être à hauteur d'homme. Et porter d'engueulade, vous l'êtes tous les jours, mais c'est aussi comme ça qu'on fait de la politique, je pense. C'est bien parce que ça nous conforte dans notre rôle. D'autres questions? Alors, Charles-Éric et Jean, juste après. Micro au tout premier rang, s'il vous plaît. Pour vos sondés, la transition écologique, c'est quoi? C'est d'abord le transport, c'est d'abord l'énergie, c'est d'abord l'eau, c'est d'abord le recyclage. C'est quoi? Est-ce que vous avez pu mesurer ce que concrètement, dans l'acceptabilité sociale que vous avez décrite, qu'est-ce qui va motiver le plus vos sondés? Alors, la question n'a pas été posée en concurrence. Si néanmoins on regarde sur quelques-unes des thématiques que vous avez listées. Donc, je vous rappelle, le taux d'adhésion aux zéro artificialisation nette, c'est 62%. Avec ce que j'expliquais tout à l'heure, tous ceux qui sont déjà propriétaires et bien équipés se disent, ça mange pas de pain. 62%. Restriction d'eau en cas de sécheresse, 85%. Là aussi, petit paradoxe, en dire, il nous dit tout et son contraire. Les mêmes là qui nous disent qu'ils sont d'accord. La France est le deuxième pays au monde, après les États-Unis, en nombre de piscines privées installées. Je pense que vous avez ça aussi dans vos débats. Et ça, c'est les chiffres légaux, hein, ceux qui ont été déposés. Alors maintenant, il y a des drones qui passent, donc on va compléter. Le cadastre, là aussi, va rentrer en action. Mais donc, vous vous souvenez de l'été 2022, les grosses canicules, gros incendies de forêt, j'en ai parlé. Et donc, on a beaucoup de tribunes dans la presse où on nous dit, ça y est, c'est l'été de la prise de conscience. Les Français ont touché la porte du four, ils se sont brûlés. Et donc, maintenant, voilà. Alors, il y a une partie de la population qui était déjà sensibilisée à ça, qui se dit, il faut qu'on aille plus vite, individuellement, collectivement, dans la transition. Et puis, on a une autre partie de la population qui a tiré des conséquences très opérationnelles de la canicule. Il faut vite que je m'installe la clim ou que je fasse creuser la piscine. Hein, donc, attention. Mais donc, je recommence. Zone à faible émission, excusez-moi, si, zone à faible émission, 62%. Restriction d'eau, 85%. Zéro artificialisation nette, 87%. Et redevance incitative, 64%. Donc ça vous donne un peu les degrés d'acceptabilité sur le sujet. Mais on n'a pas mis en concurrence frontale toutes ces thématiques. On voit néanmoins, pour répondre à votre question, que des sujets qui étaient assez peu débattus le sont de plus en plus, notamment la question de l'eau. Alors on a en tête Sainte-Soline, mais on a un candidat qui fait un score non négligeable à l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, qui a placé la question de l'eau au cœur de son programme. On voit sur plein de sujets dans l'actualité la question de l'eau. Vous êtes en intercommunalité sur est-ce que la compétence eau est partagée. Et donc, on est revenu à Manon des sources, etc. Dans plein d'endroits, on dit non, non, moi j'ai des sources, et donc ils sont gentils, c'est moi qui contrôle, etc. Quand vous êtes dans les communes, regardez ce qui s'est passé sur cet été sur le littoral varois, sur est-ce qu'on doit interdire ou pas les douches qui permettent de se laver en sortie de plage, etc., etc. Alors que dans les communes du Haut-Var, on était en pénurie d'eau, qu'il y avait des camions qui amenaient la cristalline, on ne va pas faire de publicité, tous les jours. Donc ces sujets-là sont en train de monter et quelque part, petit à petit aussi, sensibilisent la population. Alors encore une fois, c'est très compliqué, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais défiez-vous le plus possible de tout discours moralisateur et surplombant, parce que c'est le meilleur moyen pour tout planter. Parce que l'autre grand truc, c'est qui commence d'abord par donner l'exemple, et après, moi, j'irai. Hein, donc voilà, donc ça sort aussi très vite. Ok. Alors, Jean. Oui. Alors, moi, je suis un élu dans une agglomération, dans un département qui s'appelle la Charente.
Et j'avoue que le sondage tel que vous l'avez fait pour Intercommunalité de France, il donne un petit coup de boost, hein, il n'y a pas d'autre mot, il est plutôt chouette. Mais il se trouve que pendant la semaine, j'ai essayé de lire le dernier livre d'un certain Jérôme Fourquet. Et quand vous étudiez l'évolution récente des 3 blocs politiques en France, moi je me suis intéressé à celui alors, je ne sais pas comment vous l'appelez déjà, mais on va dire c'est toute l'extrême droite, etc. Et quand on regarde ce que vous en tirez des dernières élections sur l'analyse des positions de ce parti dans toute la trame, dans tout le spectre de la transition écologique, il n'y a rien à entendre de ce qui fait l'adhésion des Français. Contre tout ce qui peut être les déplacements, alors quand on voit les chiffres là, de Français favorables aux déplacements doux, etc., eux, c'est vraiment pas ça, parce que ça reste effectivement une culture très proche de la bagnole, mais apparemment, ils ne sont pas tout seuls. C'est pareil sur la question de l'énergie. Je veux dire, on entend quand même dans le programme de leur chef qu'on va démonter les éoliennes parce que ça ne se fait pas, on ne veut pas de ça. Sur la consommation et toutes les taxes qui sont notamment payées par les contribuables locaux à travers les ordures ménagères. Donc, comment on réduit cette vision double de la France? Parce que ce que vous nous avez écrit, c'est très espérant, et ce qu'on voit dans votre bouquin, c'est très désespérant. Alors, là, dans le point que vous évoquez, c'est une partie de l'électorat, qui n'est pas mince hein, quand même. Marine Le Pen a fait 23% au premier tour, et puis elle est montée à 41% au second. Et pour l'instant, la question, on n'est pas aux États-Unis, la question climatique, elle ne l'a pas encore complètement investie. C'est à la marge, il y a quelques escarmouches pour l'instant, mais ce n'est pas là-dessus centralement qu'elle se positionne. Mais on voit bien, encore une fois, le carburant qu'elle pourrait en tirer, mais elle va en tirer un carburant quand elle va, ce type de famille politique va jouer sur le « eux » et « nous », le haut, le bas, ceux qui donnent des leçons et les autres, etc. etc. Vous voyez, alors, il faut lire les livres de Jérôme Fourquet, mais il faut lire autre chose aussi. Il y a des notes très bien qui sont faites, notamment à la Fondation Jean Jaurès. Et donc, il y avait notamment récemment une note qui a été rédigée par un élu qui vient du Lot, qui disait comment alors, il parlait pour sa paroisse, si je puis dire. Il disait comment notre famille politique peut reparler aux habitants du Lot, de la Vienne, etc., etc. Et il disait, mais vous voyez que quand dans les exemples qui sont mobilisés dans les débats, typiquement sur les chaînes d'infos ou autres, on vous parle des problèmes sur la ligne 4 du métro, vous comprenez bien que d'emblée, vous perdez les électeurs de la Vienne et du Lot. Les gens disent, bon, comme diraient les jeunes, ils ne nous calculent même pas. Une autre note de la Fondation Jean Jaurès s'était perfidement amusée à comptabiliser combien de fois dans les programmes des candidats à l'élection présidentielle apparaissait le mot voiture. Et donc, dans la plupart des programmes des candidats de gauche, c'était 1 fois, 2 fois, 3 fois. Le record était chez Yannick Jadot 4 fois, pour en dire du mal. Alors que les enquêtes de l'IFOP nous montrent que 2/3 de la population française continue d'être dépendante de la voiture. Donc, ils ne veulent pas forcément conserver à tout crin leur bagnole, sacro-sainte bagnole. Ils sont prêts à évoluer, mais il faut qu'on les calcule, qu'on les accompagne et qu'on parle d'eux. Dernier exemple sur l'énergie. Julia Cagé et Thomas Piketty ont publié récemment un livre qui revient aussi sur tous ces sujets, mais qui est un livre à portée historique. Et donc, c'était un exemple qui m'a beaucoup interpellé. On est sur les élections législatives de 1849 ou 1850, donc il y a longtemps. Et on a déjà le même problème pour la gauche, c'est-à-dire qu'on a des élus qui sont essentiellement implantés dans les grandes villes de l'époque. Et les deux auteurs citent des articles de presse, de la presse locale, qui était pourtant à l'époque, cette presse-là, dans le camp de la gauche, et qui se lamentait qu'il n'était pas du tout question dans les programmes de l'accès aux forêts communales pour aller faire du bois. Mais on disait, mais s'ils ne comprennent pas dans les villes
que c'est central pour les gens de chez nous, c'est même pas la peine. C'est-à-dire que si on ne parle pas de ça, les électeurs vous zappent, alors à l'époque on ne parlait pas comme ça, et on n'écoute même pas la suite du discours. Donc c'est la capacité à prendre des exemples, à prendre en considération les modes de vie de cette population qui vont, dans une société qui est très dépolitisée, créer les conditions d'écoute. Et donc, Marine Le Pen, dans le débat d'entre-deux tours de la présidentielle, à un moment, elle évoque sa mesure de ramener à zéro la taxe, le niveau de taxation sur les produits pétroliers énergétiques. Et au hasard, elle dit, prenons le cas d'une famille qui se chauffe au fioul, dans la Vienne, et qui, en début d'hiver, doit faire remplir la cuve. Il y en a pour 1 500 ou 2 000 euros. Dans le cœur de Paris intramuros, de Lyon ou d'Orléans, l'exemple fait complètement chou blanc. Dans toute une partie de ce que Christophe Guilluy appelle la France périphérique, il y a des voyants qui s'allument en disant « elle nous calcule, elle sait ce que c'est ». Et donc après, on peut être d'accord ou pas sur ce qu'elle a proposé. Vous avez déjà marqué un point, c'est-à-dire que vous prenez en considération la situation concrète de ce public-là. D'autres interpellations? Christophe, c'est ça? Christophe Ferrari? Avant, il y a quelqu'un devant. Ah, attends, Boris et après Christophe alors. Ok. Oui, merci. Moi, je veux dire que, peut-être à contrario de ce qui vient d'être dit, je suis assez inquiet parce que vous venez de nous présenter. D'abord parce que je pense qu'un certain nombre de mesures qui ont été là testées, finalement, ont des taux d'approbation relativement élevés, mais que d'autres mesures, par exemple le développement des éoliennes, on a de belles éoliennes derrière, ou la réduction des vitesses en centre-ville pour permettre une coexistence vélo-voiture, aurait pu être testée et probablement avec des taux d'approbation un peu moins élevés. Ensuite, parce que même 80% ou 60% d'approbation, c'est quand même très éloigné de la plupart des décisions qu'on prend aujourd'hui au quotidien. Quand on réaménage une rue, quand on refait une cour d'école, etc., on est à 95% d'approbation de toutes les mesures qu'on prend. Donc, aller sur des mesures comme celle-là, c'est en réalité des mesures vachement plus difficiles à construire et à argumenter et à défendre. Et qu'en plus, on ne va pas en faire qu'une, ou au choix une parmi toutes celles-là, mais on va devoir toutes les faire. Et que donc, les oppositions, elles vont avoir plutôt tendance à se coaliser. Et du coup, moi, quand je vois ça, ce qui m'inquiète vraiment le plus, c'est comment on évite le refus de l'obstacle. C'est-à-dire comment on arrive, au niveau de nos territoires, à concevoir des projets de transition énergétique ou écologique qui mixent différentes de ces mesures-là, sans aller jusqu'au point de rupture où les gens disent « Écoutez, alors, oui, ok, le réchauffement climatique, c'est grave, on est tous d'accord, mais vraiment, on n'en peut plus. » Et donc, on arrête et on file le manche à quelqu'un d'autre qui nous promet, lui, qu'effectivement, il va mettre la pédale douce sur la transition. Parce que, vraiment, moi, une mesure à 60% d'approbation favorable, ça ne me fait pas envie. Hein. Ça veut dire qu'il y a quand même 40% des gens qui sont contre. Et quand on multiplie ça... Oui, alors, je pense que vous êtes représentatif des élus qui ont participé au sondage miroir, qui anticipaient les éventuelles levées de boucliers, hein, ce que je nie pas du tout. Et je pense que vous avez un poste d'observation privilégié et vous avez une expérience en disant, bon, on voit comment l'ingénierie de tout ça se met en place et comment ça peut vite partir en vrille et se gripper. Néanmoins, vous voyez qu'il y a une attente forte pour que des choses soient faites. Alors, il ne faut pas être plus royaliste que le roi et de se dire, si on charge trop la barque, si on fait tout en même temps, si on demande trop d'efforts, c'est sûr que ça ne passera pas. Et donc, alors, c'est là où c'est compliqué, des gens, mais on n'a plus le temps d'attendre. Mais je crois que, vous savez, je crois que c'était Richelieu qui disait ça, doucement, je suis pressé. C'est-à-dire, si on veut aboutir à quelque chose, il faut prendre en compte cette matière sociale et humaine. Et donc, il faut y aller par étapes. Une précédente candidate à l'élection présidentielle 2007, Ségolène Royal, parlait de la politique par la preuve. Dans une société qui est très défiante,
j'ai dit tout à l'heure, là, on commence à regarder les exemples qui vont être pris par le personnel politique. Et puis, parmi ceux qui sont en responsabilité, on va regarder de manière très distante ce qu'ils ont fait. Ils nous avaient raconté ceci, cela. Ben, force est de constater qu'au bout de 2 ou 3 ans, ça a été fait. Puis ça, puis ça. Donc il faut essayer, encore une fois, plus facile à dire qu'à faire, de dessiner un chemin de fer, à scander tout ça par des étapes et de dire on y va progressivement avec des horizons un peu désirables. Si par exemple on commence au hasard par les cantines, en disant on va mettre davantage de circuits courts, on va développer un biométhaniseur, etc., etc. Donc des choses qui au début coûtent pas forcément énormément, mais qui marquent en disant voilà, il y a du futur désirable dans toutes nos histoires, et pas garder tout le plus dur pour la fin, mais le répartir sur le sujet. Alors je suis d'accord avec vous, hein, c'est pour ça que j'ai nuancé le propos en disant là on est en laboratoire à froid, et donc quand ça se décline, voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que vous ne pouvez pas tout attaquer de front, mais une fois que vous pourrez vous appuyer sur un certain nombre d'exemples qui ont été mis en place et qui marchent, en disant je ne vous raconte pas la messe, on a fait ça, allez voir ce qui s'est passé. Appuyons-nous aussi, et c'est je pense tout à fait le lieu et le rôle pour une structure comme la vôtre, sur les bons exemples. On a été voir sur une communauté de communes, une communauté d'agglos qui est à peu près de la taille similaire à la nôtre, de province. Eh bien, eux, ils ont fait ça. Et regardez, au bout de 5 ou 6 ans, le retour d'expérience est très positif, etc., etc. Et donc, je pense aussi que là, plus que jamais, ça a été dit dans les échanges que vous avez eus avant, la capacité à essayer de travailler au-delà des clivages. Alors, il y a des élections, on sait ce que c'est, mais sur des enjeux aussi importants, ça permet sans doute aussi de recréer de la confiance de la part des administrants, en disant là-dessus, ils ont été capables de se mettre d'accord alors qu'ils sont de bords opposés. Un, ça veut dire qu'ils sont quand même intelligents, et deux, que peut-être tout n'est pas foutu si on arrive à aller là-dessus. Vous me permettrez de dire, c'est ce qui fait la force de l'intercommunalité, des gens de tous bords qui ont la responsabilité de devoir travailler ensemble. Christophe Ferrari. Oui, merci en tout cas pour cette présentation et ce sondage extrêmement intéressant qui, pour tout vous dire, nous scotche un peu, et moi me scotche un peu, parce que finalement, et je prends un exemple, la question ZFE, qui est un sujet particulièrement important dans nos territoires et dans les métropoles notamment. La réalité des concertations qu'on a pu faire et des sondages et des enquêtes qu'on a pu faire ne correspondent absolument pas aux résultats qui sont présentés ici. Et je me posais la question si finalement, et vous me permettez cette critique méthodologique, je ne suis pas un spécialiste, hein, mais est-ce que vous avez le droit d'additionner des plutôt favorables et des tout à fait favorables? Est-ce que finalement la France et l'opinion française n'est pas plutôt plus compliquée que ça? C'est-à-dire que le plutôt favorable, c'est ceux qui nous disent tous les jours, en fait, nous on veut faire des choses pour l'écologie, on est favorable à l'écologie, mais globalement, quand même, c'est compliqué, c'est pas si simple. Est-ce que finalement la réalité, c'est pas 3/3? Dans la réalité, 3/3 d'opinion, dont un qui est effectivement très opposé pour des raisons qui peuvent être variables, un tout à fait favorable qui correspond à quelque chose d'assez même métropolitain, de grosses villes urbaines, etc., où la préoccupation est effectivement cette préoccupation de la transition sans grande difficulté, plutôt d'ailleurs sur des CSP qui sont souvent plus élevés. Mais est-ce que notre enjeu, ce n'est pas le plutôt favorable? Et est-ce que, globalement, il est assez constant, en fait, que l'on soit en territoire rural, en région parisienne, ou dans les grosses agglos? Donc, globalement, en fait, notre sujet, est-ce qu'il n'est pas plutôt, ce plutôt favorable n'est pas de nature à se transformer extrêmement rapidement dès lors que la confrontation vient à soi-même, finalement, comme un opposant potentiel, ou quelqu'un qui dit « ce n'est pas pour moi, je ne suis pas accompagné », on en revient à ce sujet-là. Voilà, moi c'est plutôt cette approche-là qui m'a questionné, et finalement qui devient dans ces cas-là, avec cette lecture-là, assez cohérente avec ce qu'on entend et ce qu'on lit dans nos territoires,
avec deux blocs qui s'opposent très fortement, les très opposés et les très favorables, puis une espèce d'entre-deux qui finalement à convaincre et surtout à accompagner particulièrement. Voilà. Merci beaucoup pour votre question. Et donc, je partage votre constat, ce que j'ai essayé de rappeler en disant quand il y a le total oui, regardons les certainement ou les très et puis les autres. Et donc, il y a ce ventre mou. Alors, déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il penche plutôt du bon côté. Mais effectivement, la quille n'est pas forcément très profonde et au moins un coup de tabac, ça peut quand même bouger assez rapidement. D'où le fait, c'est pour ça que j'ai essayé d'insister sur la façon dont tout ça va être présenté, comment ça va être accompagné. Et pour poursuivre sur la question précédente, ou la réponse précédente, le fait qu'on y aille progressivement et qu'ils puissent constater que finalement il y a déjà des choses qui ont été faites, quelque part, vous les empêchez de basculer instinctivement ou automatiquement dans l'opposition. Ils se diront, effectivement, on nous demande quand même beaucoup de choses, mais d'un autre côté, il a un peu raison et on voit que sur telle ou telle dimension, dans mon territoire, on a des choses positives qui ont été faites. Mais effectivement, il ne faut pas les prendre d'emblée comme étant acquis et ils peuvent bouger rapidement. Bien. Maurice Gironcel. Oui, merci, Président. Maurice Gironcel, président d'Interco Outre-mer. Alors, je ne sais pas si les 1500 sondés, on a donc sondé donc, les pays d'outre-mer. Je vais notamment poser le problème des pays d'outre-mer parce que aujourd'hui, on parle beaucoup de biodiversité qui est donc absolument à préserver et que 85% de la biodiversité française se trouve dans les pays d'outre-mer. Et nos pays d'outre-mer sont en première ligne également sur les problèmes de, disons, de dérèglement climatique parce que nous sommes confrontés souvent à des cyclones, confrontés également à des montées de la mer, avec le recul des traits de côte, et nous sommes confrontés également, souvent peut-être aussi, à du volcan, et également à des glissements de terrain. Donc nous avons tout, et nous sommes des sentinelles en quelque sorte. Et ce qui ressort également donc, de votre sondage, est-ce que les pays d'outre-mer que nous sommes ont été pris en compte dans votre sondage? Alors, ils ont été pris en compte très très marginalement, parce que vu le mode de recueil classique, on est, je le concède, essentiellement sur la population hexagonale. Et donc il y a des problématiques, comme vous le soulignez, qui sont encore plus criantes et plus aiguës sur vos territoires. Donc on fait de temps en temps des enquêtes dans les territoires dans le département territoire d'outre-mer, mais qui sont des enquêtes spécifiques. Et donc sur la méthodologie classique du sondage représentatif, en général, il y a une très faible représentativité sur l'outre-mer. Merci. Alors, où est-ce qu'il y a d'autres mains qui se lèvent? En haut à gauche. Merci. Madame. Merci. Une question assez pratico-pratique, mais qui finalement nous occupe le quotidien des collectivités et du bloc local. Pour revenir à quelques questions qui ont été posées précédemment et dans la poursuite de ce que vous nous avez présenté, est-ce que vous ne croyez pas ou est-ce que vous avez mesuré si certains dispositifs au service de la transition finalement continuent et aggravent encore davantage la fracture sociale, pas forcément en le souhaitant, hein, bien entendu, mais surtout d'abord parce que les dispositifs sont parfois de grosses machines d'État. Je fais là référence particulièrement à tous les dispositifs qui ont trait à la politique de rénovation, par exemple, de l'habitat privé. Ce que je veux dire par là, c'est que vous nous avez effectivement montré que le prisme, il se situe avant tout au niveau national, hein, et on le comprend bien sur les intentions premières. Sauf que quand on décline les dispositifs d'État, surtout dans ce domaine-là, on se rend compte que finalement ces dispositifs sont assis sur un socle 100% numérique qui lui-même est déjà en pleine fracture, qui lui-même fragilise et accentue de mon point de vue la fracture sociale et finalement qui ne fait que continuer
d'agir défavorablement sur le non-recours au droit, ce qui reste quand même dans nos territoires un problème majeur. Et du coup, je me disais qu'au regard de ce que vous nous avez présenté, à savoir des sondages qui montrent que finalement le prisme il est envisagé de point de vue national, et que peut-être que l'opérationnalité et le rôle du bloc local et des intercos en particulier pourraient peut-être être appréhendés différemment. Donc je voulais avoir un petit peu votre avis là-dessus. Si finalement notre rôle à nous, est-ce que ce n'est pas plutôt, comme ça a été dit précédemment par la question qui vient d'être posée tout de suite, mais celle précédente, d'accompagner les citoyens pour que ces politiques d'aide à la rénovation, qui sont le socle quotidien de nos citoyens, qui ont plus bien souvent envie d'y aller, mais qui n'y vont pas pour un tas de raisons. Et est-ce que nous, notre politique d'accompagnement public aussi en faveur de la transition, ça passe pas d'abord par une priorité donnée à la lutte contre la fracture sociale, les amenant de même à se saisir des dispositifs dans lesquels ils se sentent le plus souvent exclus. Je pense par exemple au dispositif d'aller vers, de lutte contre la fracture numérique, le non-recours au droit, etc. Merci. Je passe la parole. Je vous demanderai par contre, puisque nous devrons arrêter à 18h30, de poser des questions rapides. Jérôme Fourquet. Alors, merci. Mais c'était très bien, madame. Hein, c'était très bien. Hein. J'étais la seule fille, j'en ai profité un petit peu. Vous avez raison. Alors, là, ça dépasse un peu. Et du coup, des réponses rapides. Ça dépasse un peu le cadre de ce sondage. Vous abordez des problématiques plus générales, la fracture numérique, le non-recours à des droits, etc. Mais effectivement, tout est lié puisque, je disais tout à l'heure, là, trop riche pour être aidé, pas assez pour m'en sortir. Et on parlait de cette partie de la population qui, sur le papier, peut être d'accord et puis qui peut se retourner. Et elle peut se retourner notamment si on dit, mais comme d'habitude, il n'y a rien pour moi, alors que peut-être, justement, il y a des dispositifs qui leur permettraient d'intégrer ce processus de la transition écologique. Et donc, encore une fois, là, je pense que la maille territoriale qui est la vôtre est sans doute celle la plus adaptée pour essayer de résorber ce problème du non-recours au droit, notamment en diffusant davantage l'information, et sans doute pas que diffuser l'information, en accompagnant les publics ayant droit dans leurs actions, notamment de rénovation de logements. Donc, on a des réponses qui sont très françaises sur c'est à l'État de s'occuper de tout, mais on voit que, et on l'a vu notamment pendant le Covid, l'échelon de proximité quand même est souvent plus agile et mieux outillé il connaît mieux son territoire et ses populations, et donc c'est sans doute à lui qui devrait revenir la fonction de résorber ces fractures-là. Merci, c'est mettre de l'eau à notre moulin de la décentralisation de la politique, notamment de la rénovation énergétique de tout l'habitat. David Marguerite. Merci beaucoup, David Marguerite, président de l'agglomération du Cotentin. Une question rapide. Alors, comme beaucoup de mes collègues, j'ai été assez surpris par les chiffres. Mais est-ce que ces chiffres ne doivent pas être relativisés par le fait que finalement, les gens répondent à une question un peu hypothétique, une hypothèse un peu lointaine? Est-ce que je suis pour la SZFE peut-être un jour? Est-ce que je ne serai pas vraiment concerné? Et parce qu'objectivement, je pense que et sur la ZFE, et sur la question des éoliennes, et si on pose la question aux gens est-ce qu'ils sont favorables à un contournement routier, par exemple, je pense qu'ils répondront plutôt oui. Donc est-ce que pour relativiser ces chiffres, qui sont un peu peut-être des réponses de bonnes intentions ou de bons sentiments qu'on peut se donner, est-ce que vous avez des enquêtes sur des territoires où la ZFE a été annoncée? Est-ce que les gens se positionnent pour ou contre? Parce que je pense que ça permettrait de relativiser un peu les bonnes intentions que l'on voit, qui sont certainement réelles, mais qui sont à nuancer très fortement au moment où la question se pose vraiment près de chez soi. Concrètement, alors, j'ai pas en tête d'enquête de ce type, d'enquête localisée qui aurait été faite. Comme je l'ai rappelé, effectivement, c'est la limite de ce type d'exercice. On essaie de projeter les gens. Sur la question néanmoins spécifique de la ZFE, je dis, il y avait un bon petit pavé qui expliquait critères, etc., etc. Donc les gens, ils savent à peu près quel âge a leur voiture, à quoi ils roulent. Mais même avec ça, on est encore un peu dans, j'allais dire, l'exposé théorique, et on n'est pas dans le travaux pratique. Bon,
Et je suis d'accord avec vous que quand on rentre dans l'atmosphère, là on en perd en route. Et si je n'ai pas d'enquête localisée sur la ZFE, l'exemple que j'ai pris tout à l'heure sur la moitié des départements qui sont revenus aux 90 km/h, c'est quand même une indication aussi du fait de se dire attention, entre la bonne intention et quand même les pesanteurs des habitudes, des pratiques, notamment locales, il y a un chemin. D'où, encore une fois, j'insiste sur comment on raconte ce qu'on va faire, comment on projette et comment on crée des choses qui sont un peu désirables, parce qu'il ne faut pas se cacher, il y a quand même des efforts qui vont être demandés. Alors, j'ai Olivier Gaquer, et après je prendrai une dernière question, car il est 28. S'il vous plaît. Eh ben, Merci. attends Olivier, parce que monsieur attendait avant. Merci. Deux questions. La première concerne en fait le sondage. Vous avez précisé qu'il y avait 1507 personnes qui avaient été sondées, qui représentaient, monsieur tout à l'heure a posé la question s'il y avait une représentation de son territoire. On sait aujourd'hui que 80% de la population est donc de zone urbaine. Donc est-ce que ces 80% influencent les résultats ou pas? Ça c'est la première question. Je ne me suis pas présenté. Je suis de la région Auvergne-Rhône-Alpes. J'habite au sud de l'Auvergne, dans les gorges de l'Allier. Je suis le maire d'une ville de 3500 habitants et président de la communauté de communes de 60 communes pour 17 000 habitants. Et je voudrais vous parler de la ZAN. Alors si l'objectif de votre présentation c'était de faire passer un message, je crois qu'il est passé. Cela étant, sur la ZAN, quand on arrive, nous, à Orléans, ou même quand on est passé ailleurs avant, on s'aperçoit de l'artificialisation des zones naturelles. Elles sont tout autour de nous ici. Et en réalité, lorsque chez nous, nous devons faire une zone d'activité industrielle de 30 hectares, on en donne 10 pour la nature. Vous entendez? 10, un tiers. On la commence en 2009 et elle n'est toujours pas au bout de son instruction aujourd'hui. Alors vous comprenez la question. La question c'est, lorsqu'on est effectivement contre l'artificialisation, et je me souviens de mon grand-père qu'on amenait à l'hôpital à Clermont, on faisait une centaine de kilomètres d'autoroute, il pleurait parce qu'il se disait que c'était de la terre sacrifiée pour le goudron. Eh bien, on n'est pas pour l'artificialisation des zones naturelles. C'est une évidence. Donc le sondage, pour moi, est une évidence, un lieu commun. Mais en réalité, dans cette loi ZAN, c'est plutôt ce qu'il a mis en application qui nous pose un problème aujourd'hui. Donc est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a eu une distorsion là, en ce moment-là, lorsque vous avez posé la question? Où je réponds rapidement. Alors, mathématiquement, l'échantillon est représentatif de la population et le poids des urbains, leur réponse, un homme, une voix, pèse dans les résultats, ça c'est très clair. J'ai notamment présenté le détail typiquement sur les zones à faible émission. Ce que j'ai mentionné, on était à 50-50 en zone rurale, alors qu'on était à 60-40 au niveau national. Alors j'essaie de vous la retrouver. Voilà, je crois que c'est celle-là. Voilà. Donc vous voyez qu'on a un écart assez significatif entre le type de commune, ça c'est clair. Ensuite, ce que je vous disais sur le zéro artificialisation net, toute la population qui aujourd'hui vit dans des territoires déjà relativement équipés en termes d'infrastructures économiques, d'infrastructures de services publics, peut se dire on arrête de construire. Et donc c'est pour ça qu'on a aussi ce score qui est aussi massif. Ce qui ne sera pas le cas, j'avais évoqué les deux cas, je veux accéder à la propriété ou j'ai un terrain que j'aimerais voir transformé en zone constructible. On peut ajouter, et vous avez raison, le troisième cas de figure, des territoires qui ont besoin de construire pour se développer économiquement. Donc ça, je ne conteste pas ça. Et effectivement, je reprenais l'exemple de la ministre du Logement qui avait dit la maison individuelle, il va falloir arrêter. Nous, dans pas mal des travaux qu'on a pu mener, on a dit ça va être plus compliqué que ça. C'est-à-dire que
faire renoncer à ceux qui n'ont pas eu accès à ça, c'est un vrai sujet. Ensuite, là encore, on revient sur sujet centralisation, décentralisation. Est-ce que cette loi doit s'appliquer de la même manière partout? Et est-ce qu'il ne faut pas plutôt regarder en fonction des dynamiques et des besoins territoriaux si on peut donner du lest dans certains territoires ou au contraire dans d'autres, comme ici où on a des zones commerciales à n'en plus finir en sortie de toutes les villes, il est de bon ton d'opérer un moratoire. Allez, dernière question, Olivier. Excusez-moi, j'avais le micro juste avant en haut. Je vous fais des grands Je signes. ne vois Voilà. pas. Je Bon, suis bah, Olivier, tu désolée. poseras Mais j'ai Allez-y, attendu, madame. j'ai attendu que le Allez-y, monsieur madame, je finisse vous avais sa pas question. vu. Je vous avais pas vu. Allez-y. Donc on va faire presque mieux que le niveau national qui est à peu près de 11% de femmes présidentes d'interco, puisque sur une dizaine d'interventions, on a été 2. Alors, pour ce qui me concerne, Aurélie Texera, maire d'une petite ville comme le monsieur qui vient de parler, petite ville de 3000 habitants, vice-présidente d'une communauté de communes de 22 000 habitants avec 10 communes. Donc quand vous parlez de pression foncière, on sait exactement de quoi vous voulez parler. Est-ce qu'il est possible de remettre la diapositive qui concernait le ZAN, s'il vous plaît ? Parce que vous avez dit en introduction que les questions qui ont été posées aux personnes étaient retranscrites sur votre diapositive. Et quand j'ai lu la question, j'aurais presque répondu pareil que les sondés, à savoir oui, super. Voilà. Quand on lit la question, et on peut commencer à concrètement dans chaque collectivité locale, les superficies construites ou artificialisées ne devraient plus ou seulement très peu augmenter. C'est pas tout à fait ça le ZAN. Donc ma question est la suivante. Est-ce que, avant de poser cette question, vous avez vraiment défini des grandes lignes politiques qui sont exposées dans le ZAN ? Non. Comme je vous l'ai dit, là, le sondage a été administré tel qu'il est présenté ici. Et donc, comme on a le dispositif d'enquête online qui permet de remettre en contexte, parce que vous êtes des élus, vous êtes spécialistes de ces questions, mais le grand public l'est moins. Là, on s'est permis une question qui fait quand même 4 lignes. Mais je suis d'accord, c'est les limites de l'exercice pour résumer un texte de loi en 4 lignes. Donc, c'est ça qu'on a présenté, voilà. Allez, Olivier, dernière question. Et c'est là-dessus que les sondés se sont prononcés. Oui, donc Olivier Gacquin, moi je suis du Pas-de-Calais. Et donc merci Monsieur Fourquet pour cet éclairage sur finalement l'acceptabilité du changement de la part de nos habitants en tant que tels. Ce que j'ai compris surtout à travers les quelques questions, quelle que soit la forme de la question et de la réponse, c'est que finalement le pire pour nous, c'est l'immobilisme. Est-ce que vous partagez donc cette opinion ? Alors oui, bien sûr, parce que de la même façon qu'il y a un ventre mou qui peut se retourner, il y a quand même une grande majorité des gens qui vous demandent d'y aller. Et donc c'est à quel rythme on le fait, comment on accompagne, comment, j'allais dire, on le raconte, comment on le met en récit, comment on le met en musique, par quoi on commence. Vous savez ce que je recommençais sur la politique par la preuve, que les gros salaires lèvent le doigt. J'ai commencé d'abord, nous, en tant que structure, à nous-mêmes changer un certain nombre de choses pour qu'ensuite, on ait une forme de crédibilité pour demander, de manière dosée au début, un certain nombre d'efforts. Parce que vous aurez des opposants qui vous diront « la belle affaire, c'est toujours au même qu'on demande des efforts, etc. etc. » Donc, je pense on peut se mettre d'accord sur les résultats de cette enquête, sur le fait qu'il y a une appétence, une prise de conscience. Néanmoins, sur la déclinaison pratique, il faut être plus prudent. Et donc, tout va passer dans le phasage, comment on l'accompagne, comment on le commence, comment nous, on montre en tant qu'élus, en tant que structure, l'exemple en menant un certain nombre de politiques. Comment aussi, quand je dis politique par la preuve, on fait du retour d'expérience. C'est-à-dire, grâce à vos efforts collectifs, on a économisé tant de kilowattheures, tant de mètres cubes d'eau dans les cantines, grâce à la mise en place de tel ou tel dispositif, etc. Alors, vous savez bien comment ça se passe, tout le monde ne lit pas vos publications, mais petit à petit, ça percole.
Et donc, c'est en prenant appui sur ces réalisations concrètes, en disant, on a à peu près réglé ça, on nous a dit que ce n'était pas possible, on l'a fait, et maintenant, on va s'attaquer à un autre sujet. Alors, là où ça peut être frustrant, c'est que face à l'urgence climatique, on dit, mais on n'a plus le temps d'attendre, il faut y aller. Mais, et c'était le titre du sondage, c'est l'acceptabilité sociale de tout ça. Il faut prendre en compte le fait que c'est des efforts importants, c'est des changements, rien de moins que de mode de vie. Et donc, il faut prendre le temps de le faire. Merci, merci à toutes et à tous. Je pense qu'on peut applaudir Jérôme Fourquet. Merci pour vos questions, votre participation. Je vous donne rendez-vous. Alors déjà, ce soir, bien évidemment, tout se passe ici. Et puis sinon, demain matin, sachez que nous ouvrirons les portes à partir de 8h45, car comme nous accueillons la Première ministre en fin de matinée, les conditions de sécurité sont un peu renforcées. Donc n'hésitez pas à venir un peu en avance par rapport aux horaires habituels. Merci et à plus tard.